Patrice Cany est chercheur qualifié FNRS et je dirais que dans le domaine du microbiote et santé, mais il est tombé dedans quand il était tout petit et qu'il n'en est jamais ressorti. Et donc c'est un très grand plaisir parce que bon, j'ai la grande chance de travailler, de partager le quotidien de Patrice pour les recherches. Et donc sa spécialité, c'est en fait d'avoir été un des premiers à mettre en évidence, vous verrez, des mécanismes particuliers qui relient l'intestin avec le risque de développer de l'obésité et du diabète. Voilà, Patrice, je te laisse la parole. Merci beaucoup Nathalie pour cette gentille introduction. Et ce qu'elle oublie de dire, c'est que j'ai eu la chance de commencer à travailler sur le microbiote intestinal avec Nathalie Delzenne. J'ai continué, je suis parti du laboratoire et je suis revenu maintenant depuis pas mal d'années. Donc c'est aussi en très grande partie grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Alors je vais essayer de discuter avec vous des interactions qui existent entre le microbiote intestinal et plus particulièrement comment le microbiote pourrait contribuer au développement de certaines pathologies qui sont associées à l'obésité. Alors vous allez voir que effectivement le microbiote intestinal, comme on l'a entendu tout au long de la matinée, interagit avec nos propres cellules, surtout les cellules hôtes, mais pour essayer de comprendre plus particulièrement comment l'obésité, et comme vous le savez, l'obésité est associée à différents facteurs de risque tels que le diabète de type 2 ou les maladies cardiovasculaires. Donc je disais comment comprendre que l'obésité est associée à ces facteurs et plus particulièrement comment élucider finalement que l'obésité et ces différentes maladies sont aussi associées à une inflammation de bas grade sont des questions que nous avons essayé de travailler au laboratoire. Donc, comment et pourquoi des bactéries pourraient être associées à ce genre de pathologie? Évidemment, quand on parle d'obésité, on parle aussi d'un équilibre entre l'apport énergétique et la dépense énergétique. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant ça, évidemment, mais on sait aussi depuis de très nombreuses années que des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux vont contribuer à modifier l'équilibre de cette balance. Et vous allez le deviner évidemment très facilement, parmi les différents facteurs environnementaux avec lesquels nous vivons, il y a ce microbiote intestinal qui vous a été longuement caractérisé et qui a aussi été brillamment discuté par tous les intervenants ce matin, démontre en fait, ce microbiote intestinal, qu'il existerait effectivement une signature potentielle différente entre les sujets obèses et diabétiques de type 2. Mais cette signature, on ne la connaît pas de manière précise. En d'autres mots, on observe dans les études qui existent maintenant que la composition du microbiote intestinal est différente entre un sujet en surpoids ou obèse et un sujet mince, ou un sujet diabétique de type 2 et un sujet qui est non diabétique. Alors essayer de comprendre cette signature, c'est évidemment un challenge, et comme vous l'avez entendu également ce matin, toutes les technologies qui s'offrent et qui s'ouvrent à nous aujourd'hui nous permettent de comprendre non pas si une bactérie ou plusieurs bactéries interviennent dans le développement de l'obésité, mais plus simplement nous donner une vue d'ensemble des bactéries qui sont présentes ou absentes. Et ce facteur est évidemment simplement une association. Et en aucun cas n'est une démonstration causale qu'une bactérie qui est diminuée ou qui est absente est effectivement protectrice de ce développement de l'obésité et du diabète de type 2. Alors ici, une liste tout à fait non exhaustive, mais de papiers qui avaient été publiés, vous le voyez dans les premiers, il y a pour certains d'ailleurs 2004, 2005 et 2006 chez l'homme, dans des revues comme la revue Nature, démontrant tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une composition différente entre des obèses, des non-obèses, des diabétiques, des non-diabétiques. Et les années passent, et pourtant nous n'avons pas encore actuellement la possibilité de répondre à la question d'ailleurs qui a été posée par une personne ce matin en disant quelle est effectivement la composition d'un microbiote sain. On pourrait aussi se poser la question de quelle est la composition d'un microbiote typique d'un diabétique de type 2 ou d'un obèse. Eh bien, la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle ne pourrait paraître. Alors existe-t-il un lien causal? Eh bien, chez l'homme, c'est évidemment très difficile de pouvoir démontrer cette causalité. Et à ce stade, aujourd'hui, vous allez peut-être être déçus, mais moi, personnellement parlant, je ne suis pas encore convaincu, même si je travaille sur le sujet, que l'obésité est d'emblée directement liée à un défaut du microbiote intestinal. Par contre, les évidences expérimentales sont claires, à mon sens. Donc, si je reprends la question, qui fait quoi? Est-ce que c'est l'obésité qui change le microbiote intestinal et qui rend finalement le sujet diabétique de type 2 indépendamment de ces bactéries? Ou est-ce que ce sont les bactéries qui vont déclencher une obésité et un diabète de type 2?
Eh bien, les évidences expérimentales sont, je trouve, assez frappantes, dans le sens où, lorsque l'on utilise les fameux animaux dont parlait Nathalie ce matin, les souris germ-free ou axéniques, donc qui vivent dans ce genre de bulles, elles reçoivent l'alimentation stérile, elles ont une sciure qui est stérile, l'eau est stérile, elles sont tout à fait stériles d'un point de vue microbiologique. Eh bien, lorsque l'on prend ces animaux et qu'on les soumet à un régime riche en graisse, style fast-food, eh bien, ces animaux vont en fait résister au développement de l'obésité. En d'autres mots, même s'ils mangent la même quantité de lipides, de graisse et de sucre, le fait qu'ils n'ont pas de bactéries dans leur intestin leur confère une certaine protection par rapport au développement de l'obésité et au diabète de type 2. Et il ne s'agit pas ici d'une malabsorption des lipides, puisque les chercheurs qui ont découvert ceci, et ça a été répété dans plusieurs autres laboratoires, démontrent que l'excrétion de l'énergie est tout à fait la même, donc il n'y a pas de perte de lipides dans les matières fécales. Le mécanisme est un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il semblerait qu'en fait les animaux qui n'ont pas de microbiote intestinal arrivent à oxyder davantage les lipides, donc pour parler très simple, ils grillent de l'énergie de manière plus importante que ceux qui ont des bactéries dans l'intestin. Mais le premier concept est assez intéressant, de se dire qu'en présence de bactéries et en mangeant des lipides on grossit, on le savait tous, le fait de ne pas en avoir pourrait entraîner une certaine protection. Un autre modèle qui a aussi été discuté tout à l'heure, c'est le fait de transférer le microbiote intestinal d'un animal malade, d'un diabète de type 2 ou d'un animal obèse, chez des animaux naïfs. Et lorsqu'on transfère le microbiote d'un animal normal à un animal germ-free, quand je dis transférer le microbiote, soyons clairs, on transfère la matière fécale. Donc c'est un bien beau mot, mais c'est des matières fécales qui sont transférées par voie orale chez ces animaux. Eh bien, on retrouve, et là j'entends la salle qui se... On retrouve chez ces animaux recevant le microbiote intestinal un phénotype qui est très similaire au donneur. Donc, la souris mince qui donne, comme le disait tout à l'heure Nathalie, son microbiote à la souris germ-free, eh bien la récipiendaire reste mince et l'autre développe un surpoids. Là où la science est allée un peu plus loin, et je trouve que c'est assez intéressant, de nouveau conceptuellement, je n'ai pas dit que c'était une preuve par l'absolu du développement de l'obésité, c'est dans cette étude que l'équipe de Jeff Gordon aux États-Unis a décidé de transférer le microbiote intestinal de sujets obèses humains à des souris. Et ces sujets obèses sont des jumeaux homozygotes qui sont simplement discordants pour leur poids corporel, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est mince et l'autre qui est obèse. Donc ils ont le même fond génétique, ils ont reçu probablement le même ensemencement du microbiote à la naissance, mais il y en a un qui est obèse et l'autre qui est mince. Et bien quand ils prennent le microbiote de l'obèse, la souris gagne du poids. Quand ils prennent le microbiote du mince, la souris ne gagne pas davantage de poids. Alors évidemment, on n'a pas encore les mécanismes, mais voilà ici, en quelques exemples, une preuve au moins du concept que les bactéries, lorsqu'elles sont sorties de leur organisme hôte, possèdent toujours une capacité, au moins métabolique, d'induire, par exemple, une obésité ou un diabète de type 2. Et c'est là qu'il faut essayer de s'amuser, de détailler les mécanismes. Qu'est-ce qu'elles ont en particulier, ces bactéries? De quoi sont-elles finalement faites en termes métaboliques? Comment et pourquoi elles arrivent à modifier le développement de l'obésité et du diabète de type 2? Alors la réponse, on ne l'a pas ici actuellement. Je vais vous donner quelques exemples qui, d'un point de vue expérimental, nous ont permis de démontrer déjà que ces bactéries pouvaient contribuer aussi au développement de l'inflammation. Alors quand je vais parler d'inflammation maintenant, je vais parler de l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire l'inflammation qui caractérise l'obésité et le diabète de type 2, c'est-à-dire une augmentation de 2 à 3 fois les taux de certains marqueurs inflammatoires, des cytokines par exemple, soit au niveau tissulaire, au niveau sanguin ou les deux. Et une question qui n'est pas encore tout à fait élucidée dans la communauté scientifique, c'est pourquoi développons-nous une inflammation au cours de l'obésité et du diabète de type 2? Et aussi, est-ce que cette inflammation ne pourrait pas trouver son origine au niveau de ces fameuses bactéries du microbiote intestinal? Donc la question est la suivante. Pouvons-nous démontrer expérimentalement que l'inflammation de bas grade est liée à quelque chose qui se trouve au niveau du microbiote intestinal, les bactéries ou des métabolites? Et je vais vous introduire maintenant un concept qu'on a développé il y a une dizaine d'années au laboratoire et en collaboration avec un collègue en France, qu'on a appelé l'endotoxémie métabolique. Alors vous avez sans doute déjà tous entendu parler d'endotoxine, de choc endotoxique, c'est-à-dire une infection massive, on retrouve des composants bactériens dans le sang. Ici, ce dont je vais parler, cette endotoxémie métabolique, c'est quelque chose que nous vivons tous probablement au quotidien après un repas, donc là on est en plein dedans, c'est-à-dire que suite à l'ingestion d'un repas, vous avez une augmentation très faible des taux de LPS dans le sang. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne.
Dans cette question que nous nous sommes posée, qui pourrait être un facteur important dans le développement de l'inflammation, eh bien, on a imaginé qu'un constituant des bactéries à gram négatif, à savoir le LPS ou lipopolysaccharide, pourrait être un bon candidat. Pourquoi? Parce que c'est un facteur pro-inflammatoire bien connu. Il est produit de manière continue dans l'intestin et son absorption se fait également de manière physiologique avec l'absorption des lipides. Et c'est à ça que je faisais référence juste avant en disant qu'on était sans doute en train d'augmenter les taux d'LPS dans le sang. C'est parce que lors de la digestion, ces fameux LPS passent de manière physiologique à l'intérieur de l'entérocyte, vont s'incorporer dans les chylomicrons ou les kilomicrons, appelez-les comme vous voulez, et circuler au niveau sanguin. Si on mange un repas riche en lipides, eh bien, on absorbe plus de ces constituants LPS. Et ceci est maintenant démontré également chez l'homme. Il y a une augmentation des taux plasmatiques du LPS suite à un régime riche en graisse. Et chez l'animal, expérimentalement, on a pu démontrer que ce facteur était un facteur clé dans le déclenchement, je dis bien le déclenchement, de l'inflammation et de l'insulinorésistance associée à l'obésité. Chez l'homme, les données semblent de plus en plus étayées dans la littérature. Vous voyez, quand on commence en 2007, 2008, et puis différentes publications arrivent, maintenant je ne les ai pas toutes listées, à peu près chaque année et plusieurs fois par an, des travaux démontrent effectivement que les sujets obèses, diabétiques de type 2 ou lors d'un régime riche en graisse, on observe cette augmentation des taux plasmatiques de LPS. Ce LPS étant un facteur impliqué dans le développement de l'inflammation, il est possible qu'il contribue. Maintenant, ne sortez pas de la salle en disant « Ah, maintenant, M. Cani, il a dit que le LPS était la cause de l'insulinorésistance et du diabète de type 2. » Non. Je pense que c'est un facteur qui est effectivement associé au microbiote intestinal, qui pourrait contribuer au développement de l'inflammation, et lorsqu'on mange un régime riche en graisse et pauvre en fibres, pourrait effectivement être responsable du déclenchement de certains désordres métaboliques. Alors expérimentalement, on avait découvert cette augmentation des taux de LPS chez la souris, et on a également observé que, suite à un régime riche en graisse, la composition du microbiote intestinal était modifiée. Et ça, c'était un peu particulier au départ, puisqu'on n'imaginait pas observer une modification aussi importante de la composition du microbiote intestinal suite à un régime hyperlipidique. Et c'est ce que schématise ce dessin avec les différentes couleurs et les différentes bactéries. Quand on mange un régime normal, vous voyez qu'il y a une diversité assez importante. Certaines bactéries, comme ici représentées, comme les bifidobactéries, sont bel et bien présentes. Suite au régime hyperlipidique et pauvre en fibres, vous voyez qu'il y a certaines bactéries bénéfiques ou considérées comme bénéfiques qui disparaissent au profit d'autres qui pourraient être délétères. Et il y a une altération de la fonction barrière de l'intestin. Alors je ne vais pas m'étendre énormément sur la fonction barrière de l'intestin, on en a un peu parlé, on en parlera encore après, mais juste pour vous rappeler qu'on vit avec 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin, et pourtant peu de bactéries vont passer au travers de cette barrière, donc elles doivent véritablement être efficaces. Elle est efficace grâce à différents mécanismes. Le premier, eh bien, c'est un mécanisme faisant appel à la couche de mucus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, vous avez une tranche d'intestin, un côlon. De souris, mais c'est exactement la même chose chez l'homme. Au milieu, vous avez la matière fécale, donc la majeure partie, ce sont des bactéries. Et lorsque l'on zoome dessus, vous voyez ici l'épithélium, c'est-à-dire les cellules de l'intestin. Les bactéries, elles sont séparées par une couche de mucus. Donc c'est une barrière relativement physique. Si on zoome là-dessus, grâce à une superbe image qui a été générée par Hubert Plovier, qui est ici d'ailleurs dans la salle, on voit que ces bactéries, en rouge, en vert, ne sont pas en contact direct avec les cellules de l'épithélium. La couche de mucus est ici en noir. Et ceci se fait grâce au mucus, mais aussi grâce à la production de peptides antimicrobiens qui vont diffuser et maintenir les bactéries à distance. Eh bien, outre ces mécanismes et le fait qu'il y ait des jonctions serrées, c'est des espèces de cadenas qui maintiennent les cellules accrochées les unes aux autres, au cours de l'obésité, du diabète de type 2 ou d'un régime hyperlipidique pauvre en fibres, eh bien, plusieurs de ces facteurs peuvent être altérés. Et donc on retrouve une altération des jonctions serrées, on retrouve une diminution de la fonction barrière parce qu'il y a une diminution de la couche du mucus et ou de la composition de ce mucus, et aussi une modification de la production de peptides antimicrobiens, que nous produisons évidemment. Alors, pouvons-nous modifier et influencer le développement de cette obésité, de ce diabète, en agissant grâce à des outils comme les prébiotiques qui ont été bien définis auparavant? La réponse, vous en doutez, est oui.
Alors, Marcel est très humble, mais il faut quand même le dire, si on est tous là en train de discuter aujourd'hui et si on s'amuse à faire le tour du monde pour parler du microbiote intestinal, c'est très certainement grâce à lui, et il fait encore semblant de rien en premier rang, mais merci Marcel pour tout ça. Et merci aussi parce que, même si ça fait 20 ans que le concept a été édicté et publié, on est toujours en train de travailler et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on n'a toujours pas tout compris, mais ça avance. Le fait de comprendre que le microbiote intestinal intervient dans toutes ces balances, l'homéostasie énergétique, la balance glucose-lipide, l'inflammation ou la fonction barrière, signifie effectivement que ces prébiotiques, en changeant le microbiote, ont des effets intéressants pour la santé. Et grâce à des collaborations et diverses collaborations qu'on a au laboratoire, on a décidé d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la modification de ce microbiote intestinal et essayer de comprendre en fait comment les prébiotiques arrivaient à modifier ce microbiote et jusqu'à quel niveau, entre guillemets. Et grâce à ces techniques de séquençage, en fait, on a eu une première surprise, c'est de voir que les prébiotiques de type inuline et oligofructose que nous avions utilisés, chez l'animal de laboratoire, mais on a des données qui vont aussi dans ce sens chez l'homme, modifient vraiment très fortement le microbiote en faveur ou en défaveur de certaines bactéries. Vous voyez ici que dans ces expériences, plus de 100 taxa étaient modifiés. Certains augmentés de près de 10 fois ou diminués de près de 10 fois, donc c'est relativement conséquent. Si on regarde maintenant les fonctions métaboliques et les fonctions génétiques des bactéries, on voit qu'il y a plus de 1000 fonctions qui apparaissent comme étant modifiées. Et ces deux travaux qui ont été publiés dans le cadre de la thèse d'Amandine Evrard nous ont permis de découvrir de manière tout à fait fortuite une bactérie. Et cette bactérie s'appelle Akkermansia muciniphylla, elle a été mentionnée tout à l'heure par Nathalie, bactérie qui est augmentée dans ce contexte de près de 100 fois. Alors juste pour la petite histoire, c'est une bactérie à gram négatif. On se replace dans un contexte dans les années 2007-2008. Je suis au laboratoire, je montre avec les collègues que les prébiotiques diminuent les taux de LPS dans le sang. On dit partout que le LPS est diminué par les prébiotiques et on voit qu'une bactérie gram négative contenant du LPS est augmentée de près de 100 fois. On était un peu mal à l'aise, hein, mais c'est comme ça, c'est la science, en disant, mon Dieu, comment est-ce possible d'avoir une bactérie gram négative augmentée de manière aussi importante et on a des taux de LPS dans le sang qui diminuent. C'était le challenge, il fallait essayer de comprendre pourquoi. Donc ça s'appelle serendipity, évidemment, c'est par chance. Par chance, on a continué à explorer cette bactérie et on a remarqué qu'en fait, Akkermansia était plus basse en termes d'abondance chez les animaux obèses, soit suite à un régime hyperlipidique, soit chez les animaux qui avaient une obésité génétique. Et des travaux également démontraient, d'ailleurs une première publication en 2009, démontraient qu'un sujet obèse, des sujets obèses avaient moins de cette bactérie. C'est une simple corrélation, une simple association. On s'est donc posé la question de savoir si cette bactérie était un bon candidat pour expliquer les effets bénéfiques ou en partie de ce qu'on avait observé avec les prébiotiques, et puis est-ce qu'elle pouvait aussi répéter certains effets bénéfiques que l'on avait observés auparavant. Et grâce à une collaboration cette fois-ci avec la personne qui a découvert cette bactérie en 2004, donc il faut savoir que cette bactérie elle a seulement 10 ans en termes de découverte. Akkermansia muciniphylla a été découverte par le professeur Willem de Vos, qui avait réussi à cultiver cette bactérie, parce que le tout, ce n'est pas d'identifier une bactérie, mais il faut en plus pouvoir la cultiver. Et dans le cadre de la thèse de doctorat d'Amandine, on a travaillé, administré cette bactérie aux animaux de laboratoire. Et pour faire une longue histoire en une slide, on a observé que cette bactérie permettait de renforcer la fonction barrière de l'intestin en restaurant la couche de mucus, celle qui était diminuée par le régime hyperlipidique, en augmentant certains facteurs antimicrobiens, dont un qui a le doux nom de REC3-gamma, peu importe, en modifiant aussi la production de certains lipides bioactifs qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Et donc, on se rend compte que le fait d'administrer cette bactérie pourrait avoir des effets très larges sur la fonction barrière de l'intestin, qui finalement diminue cette endotoxémie métabolique et probablement contribue aussi à améliorer le métabolisme. Est-ce qu'on a des outils en main, outre les prébiotiques de type inuline et oligofructose, pour modifier cette teneur en Akkermansia dans l'intestin? Eh bien, la littérature commence à démontrer effectivement que certains polyphénols, et 2 publications au moins le montrent chez l'animal de laboratoire, l'ingestion de certains polyphénols augmente de manière hautement significative la teneur en Akkermansia dans l'intestin. Et les auteurs de ces 2 publications voient une amélioration de la fonction barrière, une diminution de l'inflammation, et ils ont conclu, peut-être un peu rapidement parce qu'ils ne le démontrent pas, mais je pense que l'association est quand même là et elle mérite d'être mentionnée, ils ont conclu que les polyphénols, en augmentant Akkermansia, diminuent l'obésité et l'inflammation. Peut-être que c'est vrai,
Toujours est-il que ces polyphénols ont augmenté Akkermansia dans leur modèle, donc ça reste quelque chose qui doit être mentionné. Chez l'homme, nous n'avons pas encore de données permettant de démontrer si l'ingestion de polyphénols permettrait de modifier le microbiote en faveur d'Akkermansia. Les données sont claires, les polyphénols modifient le microbiote intestinal. Mais est-ce en faveur de cette bactérie? On ne le sait pas. Une autre découverte que nous avons réalisée très récemment, et c'est en collaboration avec des chercheurs et un collègue de Suède, c'est le fait que des huiles de poisson pourraient aussi modifier la composition du microbiote intestinal en faveur d'Akkermansia. Et l'expérience n'était pas du tout vouée à cette observation. Dans ce travail, qui a débuté il y a plusieurs années avec Frédéric Baqued, le but était de comparer si donner une alimentation riche en acides gras saturés principalement, de lard à des souris, versus des huiles de poisson, permettait d'améliorer le développement de l'inflammation. Alors c'était quelque chose qui était tout à fait connu. Donner des huiles de poisson, ça diminue l'inflammation, mais il voulait vérifier si cet effet était dépendant du microbiote intestinal. Est-ce que le fait d'avoir un effet positif avec des huiles de poisson était dépendant du microbiote? Et donc, de nouveau, on a des animaux qui sont nourris avec ces deux types de diète. Le microbiote est modifié, on a effectivement un effet positif des huiles de poisson avec moins d'inflammation, pas d'infiltration de macrophages dans le tissu adipeux. Et quand on transfère le microbiote de cette souris à une souris germ-free, dont on a déjà parlé longuement, eh bien, la souris germ-free qui reçoit le microbiote intestinal de cette souris est protégée du développement de l'inflammation suite à un régime hyperlipidique. Et en analysant la composition du microbiote intestinal par séquençage, il y a 3 bactéries qui étaient fortement augmentées: Akkermansia, Lactobacillus et Bifidobacterium. Tiens, de nouveau, ces 3 bactéries qui sont aussi influencées par les prébiotiques des types inuline et oligofructose. De nouveau, je ne suis pas en train de dire que c'est elles qui expliquent tout le phénotype, mais on retrouve une belle association avec ces bactéries et une amélioration du métabolisme. Alors qu'en est-il chez l'homme? Évidemment, ce n'est pas parce qu'on voit ça chez l'animal de laboratoire que chez l'homme, il y a une démonstration par A plus B que Akkermansia pourrait être bénéfique pour la santé. Alors, les évidences chez l'homme actuellement sont relativement maigres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des données montrant qu'il y avait moins d'Akkermansia chez les sujets obèses et chez les sujets aussi diabétiques de type 2. Et en collaboration avec Karine Clément, qui est professeure à Paris, on a eu accès à une cohorte de patients. Alors ici, c'est une erreur, les données sont publiées maintenant dans Gut depuis cet été. On a démontré chez 49 patients en surpoids qu'un régime hypocalorique, qui est censé entraîner une amélioration des paramètres métaboliques, eh bien, entraînait effectivement une amélioration des paramètres métaboliques tels que le cholestérol, l'inflammation, l'insulinorésistance ou l'obésité viscérale, mais que chez une certaine partie de cette population. Et quand on analyse plus spécifiquement la composition du microbiote de ces sujets, les sujets qui répondent versus les sujets qui ne répondent pas, eh bien, on voit que les sujets qui répondent sont ceux qui, avant le traitement, avaient beaucoup plus d'Akkermansia, avec des valeurs même qui étaient de 100 à 1000 fois plus importantes chez certains des sujets. Donc de nouveau, une association laissant penser que si on a plus d'Akkermansia, ils sont pourtant obèses, ces sujets, donc ça ne veut pas dire que le fait d'avoir beaucoup d'Akkermansia, on n'est pas obèse. Mais le fait qu'ils aient plus d'Akkermansia, lorsqu'ils subissent un régime hypocalorique, eh bien, ces sujets voient leur cholestérolémie diminuer davantage, voient leur insulinorésistance diminuer également, voient leur tour de taille diminuer davantage que ceux qui avaient moins d'Akkermansia. Le challenge va être évidemment de démontrer maintenant que transférer Akkermansia ou donner Akkermansia chez des sujets humains pourrait avoir un effet bénéfique et on va essayer de réaliser cette expérience à la fin de cette année-ci. Alors on vous a parlé de fecal transplantation tout à l'heure, je vais donner juste un exemple pour terminer mon exposé. Un exemple d'une recherche qui a été réalisée évidemment dans le domaine de l'obésité et du diabète de type 2. Et les chercheurs qu'on connaît très bien qui travaillent aux Pays-Bas ont émis l'hypothèse que transférer le microbiote de sujets minces, non diabétiques, à des sujets obèses, diabétiques de type 2 et insulinorésistants en fait, pourrait améliorer leurs conditions. Alors l'histoire ne nous dit pas si notre collègue était dans un scaphandre similaire. Le superpou, je reviendrai après là-dessus parce qu'il y a justement quelque chose d'intéressant qu'ils ont découvert. Alors ici, vous voyez, c'est une étude sur un nombre relativement restreint de sujets. Ils transfèrent le microbiote intestinal des sujets minces aux sujets obèses, ils mesurent la sensibilité à l'insuline et ils voient une amélioration de la sensibilité à l'insuline après 6 semaines de transfert, sans aucun impact sur l'obésité. Donc ici, même si c'est une étude restreinte en termes de nombre, on a sans doute la démonstration que le fait de donner un microbiote mince de sujets minces à des sujets obèses ne va pas les faire maigrir. Pourtant, on a quand même un effet métabolique intéressant, c'est-à-dire cette diminution de l'insulinorésistance. Alors, est-ce qu'il faut pour autant
transférer le microbiote à tour de bras à tous les sujets obèses et diabétiques de type 2? Probablement que non, et je pense qu'on est plusieurs à partager cet avis. Il est encore trop tôt pour se dire que c'est une thérapie du diabète de type 2 ou de l'obésité, si bien que ça puisse le devenir un jour. Là, personnellement, j'ai encore de grosses restreintes par rapport à cette possibilité, mais ça n'engage que moi. Par contre, suite à cette étude, ils ont découvert ce qu'ils ont appelé un super donneur. Alors, le super donneur, ce n'est pas celui qui a donné quantitativement beaucoup de matériel, c'est celui qui a donné qualitativement quelque chose d'assez intéressant. Et ils ont vu en fait qu'il y avait un sujet qui avait une bactérie augmentée de manière très importante qui s'appelle Eubacterium alliae. Et cette bactérie semblerait peut-être être impliquée dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Et tout comme Akkermansia, c'est peut-être un candidat qui arrivera un jour de manière plus spécifique à être étudié chez l'homme. Voilà, donc en résumé, j'aimerais simplement reprendre ce schéma en vous rappelant que l'obésité et le diabète de type 2, c'est évidemment quelque chose de très complexe, ce ne sont pas que les bactéries, mais néanmoins, il y a des interactions qui existent. Le tissu adipeux qui subit une inflammation ainsi que les différents organes pourrait peut-être subir l'influence de composés issus des bactéries, le LPS, les peptidoglycans et d'autres composés qui traverseraient la barrière intestinale qui est altérée pour différentes raisons. Tandis que certaines bactéries, dont Akkermansia, mais ce n'est certainement pas la seule, pourraient maintenir une certaine homéostasie, maintenant la fonction barrière intestinale correcte, et peut-être maintiendraient ce système en bon état. Vous avez compris que j'ai prêché pour ma chapelle Akkermansia et qu'évidemment, il n'y a pas encore de démonstration chez l'homme de ce schéma ici, mais on reste évidemment convaincu qu'il y aura des choses incessamment sous peu. Alors, quels sont les messages clés? Je pense que, évidemment, le microbiote intestinal, effectivement, peut transférer une partie d'un phénotype dans le cadre de l'obésité et du diabète de type 2, que la fonction barrière intestinale joue un rôle clé et important aussi, et que c'est quelque chose qu'on a très probablement oublié dans les années passées. On considère la fonction barrière toujours dans la colite, l'inflammation intestinale, mais il faut y penser aussi dans d'autres situations, dont la stéatohépatite alcoolique notamment, non alcoolique également, et le professeur de Timari en parlera aussi sur d'autres situations. L'alimentation et la qualité de l'alimentation, eh bien, comme je vous l'ai montré, que ce soit les acides gras, que ce soit les polyphénols, que ce soit les prébiotiques ou les autres glucides fermentés cibles, sont des choses clés qui vont permettre probablement d'aller de l'avant, essayer de mieux comprendre en fait pourquoi ces composés qu'on savait déjà très intéressants sont en fait intéressants, tout simplement parce que peut-être qu'ils interagissent avec le microbiote intestinal. Voilà, j'aimerais remercier les différentes personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ces études, sans oublier bien évidemment Nathalie Delzen qui est, outre ma collègue, une amie, et aussi l'équipe avec les travaux que j'ai présentés en partie d'Amandine Evrard, Hubert pour ces belles images, et là je vois qu'il lève les sourcils. Et c'est en fait Hubert qui prend entre autres une partie de la relève de l'étude d'Akkermansia et des mécanismes. Voilà, j'aime toujours terminer par cette phrase. Chacun a sa petite phrase, moi c'est celle-ci. In God we trust.